Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Aujourd'hui, je reçois un ami qui s'appelle Frédéric Sigrist, qui est chroniqueur, acteur, qui a été mon premier metteur en scène sur Pierre et Papillon il y a vraiment très longtemps, qui a une émission, donc qui est geek, hein, il se revendique geek depuis 40 ans. Il a une émission qui s'appelle Blockbuster et il nous parle de pop culture. Donc c'est vraiment très intéressant. Il est très intéressant et j'avais envie de l'inviter pour vous le faire découvrir pour tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Vous avez de la chance, vous allez le rencontrer ici et maintenant. Alors je vais essayer de voir un petit peu sa demande. Fred, soit tu m'écris coucou, soit tu me fais une demande. Voilà, l'un ou l'autre, les deux sont possibles. J'espère que vous allez tous bien. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours fait 50 lives, donc là c'est le 51e. Frédéric, j'aurais pu l'inviter bien plus tôt. Il est là. Et Voilà. voilà, ça fonctionne, c'est super, c'est Je suis top. tellement contente. Et Oh, ben mais de tu même. as un super héros derrière toi. Attention, attention, il va te sauter dessus. Oui, c'est Captain America, il est venu se réfugier ici depuis ce qui se passe là-bas, Bah, depuis c'est sûr. l'élection de Donald Trump, il a filé, maintenant il est sur ma bibliothèque. Il est mieux chez toi, hein. Je pense Bah qu'il est oui, mieux chez toi. il y a une cellule psychologique de soutien, il dit mais qu'est-ce qui est devenu mon pays? Je dis oh, en même temps, tu sais, c'était déjà pas terrible au départ, enfin bref, on parle beaucoup, on s'entend bien, voilà. Oui, tu as un deuxième monde, c'est-à-dire que tu te revendiques geek depuis 40 ans, donc tu as ton... Non, alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un geek pour tous ceux qui ne... Quelle est ta définition, toi, du geek? En C'est un mec fait, bien, quoi. non, non, parce que, non, tu sais, j'ai rencontré des fois comment dire, des geeks qui pouvaient être un peu intolérants aussi, hein. Non, en fait, pour moi, geek, c'est vraiment ceux qui ont passé plus de temps qu'il n'en faudrait devant des dessins animés, à lire des bandes dessinées, à faire des jeux de rôle. C'est-à-dire que, tu sais, logiquement, il y a différentes étapes dans la vie. Il y a un moment donné, tu sors avec tes potes, tu te fais des copines, des copains. Et puis il y en a d'autres, non. Ils restent chez eux, à jouer à la console, et ils font ça très longtemps, mais beaucoup trop longtemps. Et comme j'avais pas de frères et sœurs, c'est ça qui a développé. Et puis aussi le fait d'avoir des parents un peu irresponsables, tu vois, qui te laissent devant l'exorciste ou Alien quand tu as 12-13 ans. Et Je savais pas, ouais. voilà, c'est tout ça qui constitue la galaxie geek. Aujourd'hui, c'est un nom, c'est une marque, c'est devenu un peu tendance, mais grosso modo, c'est celui dans les sitcoms américains qu'on avait tendance à enfermer tu sais, dans le vestiaire, parce il était pas tendance à l'époque. Ouais, mais toi, t'en as fait une force, t'en as fait même carrément un métier, donc tu t'en es plutôt bien sorti, quand même. C'est bien. Ah ben oui, ah Tu ben en oui, vis, oui, c'est-à-dire que sur oui, scène, sur là, tes blockbusters, c'est une émission en plus que tu produis. oui. Voilà, c'est quand même, on va dire, tu as transformé ces heures passées devant la télé ou en lisant des bouquins en véritable métier. Donc on peut bien Ah ben s'en sortir. on peut totalement vivre. Après, c'est aussi parce que l'époque le permet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille à France Inter, les gens qui sont les décideurs ont quand même une moyenne d'âge qui varie entre 40 et 60, 65 ans. Mais c'est des gens qui ont quand même connu Star Wars, qui ont connu Star Trek, et puis qui ont eux aussi ce petit vent de nostalgie qui souffle tout le temps sur leur mental et qui fait, ils se sont rendus compte, voilà, que ils ont peut-être joué à la Game Boy, aujourd'hui ils ont des enfants qui jouent à la Nintendo Switch, eux ils ont connu un certain type de Pokémon et ben leurs enfants connaissent un autre type de Pokémon. Donc il y a Mhm. aussi toute une filiation qui se fait entre ce que tes enfants aiment et ce que toi t'as pu aimer. Tu vois, par exemple, Dragon Ball continue de cartonner auprès de la jeunesse, alors que moi, je regardais ça quand j'avais 15-16 ans, tu vois. Donc, et aujourd'hui, mon fils qui a 10 ans, il regarde aussi. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir une sorte de lien entre générations. Et quand tu dis aujourd'hui, j'aime Star Wars ou j'aime Pokémon, on peut désormais dire quel Star Wars tu aimes, de quelle époque, ou quel Mhm. Pokémon de quelle époque. C'est aussi ça qui a changé. Alors on a essayé de cibler un sujet avec Frédéric. On s'est dit, on va commencer, après peut-être on étendra, sur les super-héroïnes, les héroïnes. Alors quelle était la première héroïne? Super-héroïne. Oh, alors.
que tu sais ça? Je ne saurais pas. Alors, ça dépend parce qu'il y a eu différents personnages féminins. Et on retrouve des figures féminines dans plein de comics depuis l'invention de la bande dessinée, parce qu'il y a toujours eu. Alors, à l'époque, c'était l'héroïne à sauver. Tu vois, ou la belle princesse issue d'une civilisation exotique que le héros musculeux devait sauver et séduire. Tu vois, tu la retrouves chez John Carter. Déjà Tori, c'est une princesse extraterrestre magnifique. Tu la retrouves dans Flash Gordon. Et tu as toujours eu vraiment le même schéma que King Kong avec Jane. Tu vois, c'est Ouais. cette jeune fille qui a tendance à crier un petit peu. Qui va toujours profiter de la confusion pour perdre un petit morceau d'étoffe, tu vois, pour laisser apparaître une épaule. Oups, mon sang. Oh non, au secours, au secours. Et tu vois le mec qui arrive comme ça, il dit bonjour, c'est moi. Et ça, c'était vraiment les prémices de la bande dessinée. Et je pense que vraiment là où il y a eu un schisme, où il y a eu un changement de modèle, c'est quand même Wonder Woman, parce que le créateur William Moulton Marston était un personnage assez particulier, adepte du polyamour. Voilà, Il voilà. était Et en puis, avance sur son temps, alors. oui, alors Maintenant, c'est tendance. exactement, il se revendiquait féministe et adepte de bondage. Et alors, Bondage. ce Yeah. qui est fou, c'est que d'ailleurs, tu retrouves tout ça chez Wonder Woman. C'est pour ça qu'elle a son lasso. C'est pour ça que chaque aventure, elle avait toujours tendance à être attachée avec son lasso, parce que comme ça, bah, lui, ça lui permettait aussi de donner cours à ses fantasmes. Et quand il a voulu créer Wonder Woman, c'était en réaction au paysage des super-héros de l'époque. Et il disait, c'est dommage que les jeunes filles n'aient pas une héroïne à laquelle s'identifier un personnage fort. Et c'est pour ça qu'il a créé Wonder Woman avec son lasso de la vérité qui vient de l'île des Amazones, Themyscira. Et voilà, c'est vraiment elle qui a constitué la première femme forte, super-héroïne. Mais ça a été très court, parce qu'ensuite d'autres scénaristes se sont emparés de Wonder Woman, parce que une des particularités de la bande dessinée américaine, c'est que les personnages n'appartiennent pas forcément à l'auteur, elles appartiennent à la maison d'édition. Donc d'autres scénaristes se sont occupés de Wonder Woman et ont très vite dit, oh là là, j'aime pas trop ce côté indépendante, ce serait bien qu'en fait que Wonder Woman devienne la secrétaire de la Ligue de Justice. Ce qui fait Bien sûr. que tu as eu plein d'aventures où Superman, Batman et tout ça étaient en train avec Flash et Green Lantern, de deviser comment sauver le monde. Et puis tu avais Wonder Woman qui venait apporter des cafés, alors que quand tu regardes le truc sur le papier, elle est beaucoup plus puissante que Batman. Elle peut aussi tenir tête à Superman. Enfin, c'est juste que c'était une hérésie. Mais simplement, il y avait vraiment le patriarcat de l'époque qui s'est dit, oh là, quand même, elle prend beaucoup de place, l'Amazon, donc on va un peu la calmer. Et donc, son rôle a vraiment été diminué jusque dans les années, bah, le Silver Age, les années 60, l'émancipation, 60-70, où là, vraiment, elle a repris de belles couleurs. C'est dingue. Et puis, elle est quand même, bon, très sexy, jeune, Oui. blanche. Mhm. Voilà, bah, c'est-à-dire qu'il y avait une notion de pouvoir, mais en fait, ça reste quand même dans les codes de critères de beauté occidentaux, qui sont un peu les dictats dans lesquels on nous a enfermés, nous, et qui nous contraignent pas mal, quoi. Ah bah complètement, d'autant que c'était aussi une époque où, enfin, d'ailleurs j'utilise le passé, mais disons que c'était une époque où la discrimination était institutionnalisée de manière très radicale. Là, je parle d'une femme super-héroïne, mais les Noirs vivaient encore énormément dans le cadre de la ségrégation. Donc déjà, avoir une femme super-héroïne, c'était quelque chose de considéré comme alien. Mais alors en plus, avoir une femme noire ou asiatique, où c'était même pas pensable. En C'était fait, trop pour eux, ouais. Trop ah bah oui, dans un même c'était, corps. on était vraiment, il faut penser à la série Mad Men, on est encore dans un schéma très proche de celui-ci, où ça semblait mais complètement impossible d'imaginer un groupe par exemple que des super-héroïnes
c'était impossible. Et en plus qu'elle soit d'une autre nationalité, mais pourquoi faire? On était vraiment un peu comme dans la cité athénienne où il y a les Athéniens et les autres, c'est tous des barbares. Et là, c'était vraiment l'homme blanc et puis bah, tous les autres, c'est des singularités. C'est vraiment, on a vraiment avancé dans la bande dessinée. Mais malheureusement, la bande dessinée est quand même assez souvent le miroir de son époque. Et en comics, en tout cas, on a vraiment commencé en étant à la fois progressiste sur certains trucs et en même temps très, très réactionnaire. Alors que dans la mythologie grecque, il y avait plein de déesses, plein de femmes avec beaucoup de pouvoir. Ah bah oui, alors la différence c'est que on peut pas nier le poids de la société judéo-chrétienne là-dessus et sur le rôle des femmes. Et quand je parle de société judéo-chrétienne, euh, je parle surtout de la manière dont les grandes religions monothéistes se sont créées, c'est-à-dire avec le catholicisme ou tout ça. Que ça soit dans l'islam, que ça soit dans le judaïsme, ou la religion a vraiment codifié énormément et a mis les femmes sous cloche. Ça, c'est un truc qui est clair. Alors que dans la mythologie grecque, qui est donc un polythéisme, où il y a plusieurs dieux, il n'y avait pas du tout cette envie de les dieux avaient autant de défauts que les hommes. C'est-à-dire que vous pouviez être, dans la mythologie grecque, tu pouvais être quelqu'un qui croyait en Zeus, qui croyait en Athéna, tu pouvais faire des offrandes et tout ça. C'est pas pour ça que tu allais te retrouver aux Champs-Élysées. Non, si jamais il y avait un dieu qui avait décidé de te faire mourir, tu mourrais et t'avais rien à dire. C'était comme ça. Il y avait, tu vois, dans le Tartare, Hadès, le dieu des morts, il y a énormément d'âmes justes qui sont là dans un endroit glauque, et pourtant ils ont eu une vie vertueuse, mais c'était totalement inégalitaire. Le fait d'avoir une vie faite de bonté et de sacrifice ne te garantissait pas une place au paradis. Non, chez les Grecs, ce qui te donnait accès aux Champs-Élysées, c'était le statut de héros. Et héros, c'était pas quelqu'un qui faisait le bien. C'était juste quelqu'un Le plus hors fort. norme. Voilà, c'était le plus fort ou exceptionnel, c'est-à-dire une intelligence. Tu vois, par exemple, Ulysse, c'est quelqu'un, il est rentré dans le panthéon des héros grecs parce que on l'appelait l'industrieux Ulysse, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais il a massacré les prétendants qui voulaient conquérir Pénélope pendant qu'il était parti. Lui, il a eu aucun scrupule à tromper Pénélope en long, en large et en travers durant son voyage. Et quand il est revenu, il a juste vérifié, est-ce que toi, t'es resté fidèle? Bah, évidemment. Et ça n'était jamais remis en question. Que ça soit Thésée ou d'autres, Hercule par exemple, c'est quelqu'un qui a tué femme et enfant. Et c'est d'ailleurs pour faire pénitence de son crime qu'ensuite il a fait les 12 travaux d'Hercule. C'était des travaux de réhabilitation, mais c'était pas des gens bien. C'était des héros, mais ça ne garantissait absolument pas que ça soit des gens bien. Donc cette notion, c'est aussi ce qui fait que dans la mythologie grecque, on s'est permis une plus grande diversité de personnages parce qu'il n'y avait pas il y avait pas l'ordre moral en fait. Dionysos, le dieu du théâtre et de l'alcool, c'était à la fois le dieu du théâtre, des grandes fêtes, des bacchanales et tout ça, et en même temps, si tu étais bourré, tu pouvais déchiqueter quelqu'un juste après. Il y avait pas vraiment d'idée de ça passe, ça passe. T'es un dieu, t'es un dieu, Ouais, t'es un dieu. c'est ça. On fait la Là, fête, on déconne. mais oui, Un Zeus, petit mort on a quand derrière les même. coulisses. Et voilà, Zeus, Ouais. Jupiter, c'est quand même l'archétype même du gars qui harcèle, qui viole. Enfin, quand tu regardes les transformations de Zeus, le mec il voit une mortelle qui lui plaît, il se transforme en pluie d'or pour la féconder. Enfin, on est vraiment, C'est c'est Nawak. le harceleur au dernier stade. Mais c'était un dieu, ça passait, c'est comme ça. Oui, parce que, alors attendez, parce que les enfants, c'est pas du tout pour vous ce live. Vous pouvez fermer la porte. C'est un live d'adultes. C'est un live où, voilà. Non, parce que c'est bien les super-héros. Alors ils commencent à s'avancer pour écouter et en fait, ça parle pas du tout de. Mais je te ferai un résumé, mon petit cœur. Les enfants, vraiment, sérieusement, maman est au. Oui, bah après, maman est au travail. Vraiment, ça ne se voit pas, mais maman est au travail. Vraiment. C'est difficile d'expliquer la notion Mais de comment travail. tu veux qu'il te croie une seule seconde Comme là-dessus? tu, Il te comme voit en tu... train de te marrer et toi en train de parler de C'est super-héros. ça. T'as un travail là? T'es sérieuse là? Oui, oui, maman travaille. Maman travaille.
Moi, je sais, les miens, ils sont à l'étage et je les ai mis devant un dessin animé. Paul, est-ce que tu peux me prendre les enfants, s'il te plaît? Voilà. C'est bon. Alors donc il y a cette notion quand même. J'essaie de faire un lien avec le côté les héros et les héroïnes. À partir donc c'est quelle année 1950 en gros. Oh, même avant, même avant. Même Oui, 1930, oui. oui, c'est dans les années 40. Ça 40. s'est développé vraiment. En fait, tout a découlé de l'apparition de Superman. Voilà, il y a eu une succession. Il y a eu Superman, Détective Comics numéro 27 avec l'apparition de Batman, et ainsi de suite. Ensuite, il y a Timely Comics qui est devenu Marvel et qui avait déjà dans son escarcelle Captain America. Les héros DC Comics, c'est-à-dire Batman, Wonder Woman, Flash, ont commencé plus tôt que les héros Marvel. Les héros Marvel, vraiment, leur apparition, enfin là où tous les héros qu'on connaît aujourd'hui se sont développés autour des années 60. Oui. Et donc eux, ils sont censés être tous fidèles, des bonnes épouses ou des bons époux, vertueux, courageux, Alors, tous. En gros, ça dépend. ah, Ça dépend parce que chez DC Comics, il y a cette tradition de vraiment avoir des héros monolithiques. hum, Superman ne ment pas, Batman est hyper intègre, voilà, c'est vraiment des héros. Wonder Woman, voilà, c'est l'incarnation de la vérité, de la justice, de l'équité entre les êtres humains. Mais chez Marvel, ce qui a changé dans les années 60, et ça c'est beaucoup, on le doit à Stan Lee, c'est qu'il a introduit la notion de défaut chez les héros. Et en fait, certains des personnages de chez Marvel n'étaient peut-être pas. Par exemple, Cyclope, le chef des X-Men, a eu a trompé sa femme Madeleine Pryor alors qu'elle venait d'avoir leur premier enfant, Nathan Summers. Et donc voilà, il y a des histoires, mais il y a c'est souvent, voilà, ils c'est sont souvent comme, il y les a un hommes. peu de Dallas dans les Ah bah super-héros, complètement, d'accord. complètement. Ah, Même le soap opéra, c'est même un des des dérivés? ah bah non, mais c'est même une des sources principales des Peter Parker, enfin Spider-Man. Tu ôtes les super pouvoirs, tu as un soap opéra, c'est-à-dire c'est écrit comme un soap opéra la fille qui va chercher à séduire, le triangle amoureux. Si tu ôtes tout le folklore super héroïque, tu as un soap opéra. Ça peut être Debbie Whitman, Gwen Stacy, Mary Jane Watson, Betty Brown, tout ça, c'était vraiment écrit comme comme Hartley Cœur à vif ou Beverly Hills Ah, les 90 cœurs à vif. 210, sauf que ça se passait avec des super pouvoirs et dans le Queens et dans le New York de Marvel. Mais il y a vraiment une idée de voilà de soap opéra. Et pourquoi ça marche pas chez nous alors les super-héros? Pourquoi il y en a pas? Alors, je pense que ça c'est dû à la Révolution française et à l'idéal républicain. Enfin, c'est moi qui me c'est que en C'est ta fait, tu sais, théorie. c'est ma théorie. De la même manière qu'en ville, on a des interdictions pour les immeubles de dépasser une certaine taille. Parce que ça va être considéré comme quelque chose de très très moche. Tu regardes la tour Montparnasse à Paris, On dit tu que c'est parles aux Parisiens, le plus moche endroit de Paris. Enfin, en tout voilà, cas, le plus beau quand tu es au-dessus parce que tu voilà. la vois pas. Bon. Exactement. Et il y a cette idée en France très très forte de liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire qu'on est tous au même niveau. Et donc, nos héros, ça va pas être des gens qui vont se situer au-dessus de nous. Ça va être des gens qui vont être un chouïa en dessous. C'est-à-dire qu'ils vont être plus maladroits que la moyenne, ils vont être plus colériques que la moyenne. Tu vois, par exemple, La chèvre. la chèvre, un de nos comiques préférés, ça va être Louis de Funès. Tu vois, quelqu'un qui est avare, qui fait des colères, qui est de mauvaise foi. En bande dessinée, ça va être Astérix et Obélix. T'as le Gaulois un petit peu simplet, rondouillard, et puis le petit colérique qui s'énerve pour un rien. Gaston Lagaffe, tu vois, qui est très maladroit. Et on va vraiment privilégier je dirais la mythification de nos défauts plutôt que les Américains où
le capitalisme et le libéralisme étant tellement forts là-bas, que quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui est devenu un patron d'entreprise, qui gagne aux États-Unis, il peut la ramener en disant franchement, vous avez vu combien je gagne par mois? J'ai ma grosse bagnole, j'ai ma villa, c'est classe. Voilà, ça va être considéré comme un gage de qualité. Et donc, de la même manière, le super-héros peut encore se situer au-dessus de ces gens-là. C'est-à-dire que le mec a beau s'acheter une tour, la Trump Tower, eh ben Spider-Man, Superman, ils volent au-dessus de ces tours. Ils sont au-dessus. Et donc, il y a vraiment cette admiration pour celui qui a réussi à s'élever, alors qu'en France, comme on a à la fois des tabous, à la fois autour de l'argent, et aussi on a cet idéal républicain très fort qui est que non, on est égaux, tu arrêtes de la ramener, c'est bien que tu aies réussi, mais garde-le pour toi. Eh ben, on préfère avoir des héros qui sont un chouïa en dessous, regarder vers le bas plutôt que vers le haut. Et je pense que c'est... Là, on est le pays qui a inventé les volets. Oui, ben voilà. Il y a des choses, tu les gardes pour toi. Voilà, tu les gardes pour toi. Et il vaut mieux se rabaisser, s'auto-déprécier. C'est ça qui fait rire, en fait. C'est quand on montre un peu nos petits défauts. En fait, on n'a que des anti-héros. C'est ça qui nous plaît, finalement. Complètement. Complètement. Et c'est pas valorisant. En tout cas, c'est pas drôle que d'être un super-homme. Ah ben non, tout à fait. Et puis, il y a aussi ce côté faiseur de miracles. Et ça, le français, les Français n'aiment pas. C'est-à-dire que on le voit dans le rapport que l'on a avec nos célébrités, avec les politiciens. On adore les célébrer un jour et le lendemain, s'ils font une connerie, on va leur déchirer la tête. Tu vois, comme c'est pas possible. Et c'est le jeu. C'est le jeu, c'est-à-dire qu'on a cette tradition du bouffon du roi, de Molière, des cornets comme ça, les puissants, pour les faire descendre. On aime bien faire descendre, on n'aime pas regarder vers le haut. Donc, pas de super-héros en vue, enfin si, mais en mode parodie. C'est-à-dire que nous, si on fait un super-héros, on va le décaler et il va avoir des pouvoirs nuls. Parce qu'il y en a qui ont ça dépend. On a des héros, mais simplement ils s'inscrivent dans la réalité historique française. Par exemple, les Trois Mousquetaires sont sûrement ce qui s'apparente le plus à nos héros, c'est-à-dire D'Artagnan, Porthos, Aramis, c'est vraiment ça. C'est ces gens qui s'inscrivent dans le folklore et dans l'histoire française aussi. Je pense qu'on est très très fiers de notre histoire, de notre parcours. Donc, ça ne m'étonnerait pas si on commence un petit peu à creuser la conversation avec certaines personnes, que des gens te disent, bah moi mon héros c'est Napoléon, alors que le type il a réinstauré l'esclavage et tout ça. Mais voilà, t'as des gens qui vont te citer Napoléon. Il y en a d'autres, ça va être De Gaulle. Donc, je pense que en France, on a des héros, mais on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les inscrire dans une réalité historique. Qui nous est cher. Je pense que c'est surtout ça en fait. Donc on a parlé de Wonder Woman. Donc après ils sont arrivés donc dans quel ordre? Parce que pour toi des super-héroïnes connues, il y en a quoi? Il y en a 5, 4, 5? Ah, ça dépend, il y en a quand même de plus en plus, hein. Il y a il y a Catwoman, comment t'as dit? Qui a eu son film, non? Mais j'ai pas entendu le nom. Catwoman? Oui, Catwoman, voilà. Donc Catwoman, qui effectivement a eu son film, mais alors si on peut, oui, alors il vaut mieux se référer à la Catwoman Michelle Pfeiffer dans le film de Tim Burton, Batman le défi, plutôt que Ali Berry dans le film de Pitoff. Il faut pas conseiller aux gens de regarder ça. Et ils sont encore jeunes, ils ont toute une vie devant eux. Non. Voilà, le petit conseil de Fred. Voilà, vraiment, il faut éviter Catwoman de Pitoff. Non, c'est pas. Par contre, vous pouvez regarder à la limite Dark Knight Rises avec Anna Thaoué qui joue Catwoman avec Christian Bale, voilà. Mais il y a eu dernièrement Captain Marvel, joué par Brie Larson. T'as Wonder Woman évidemment qui est là, mais t'as aussi Tornade des X-Men, Storm. T'as Phoenix chez les X-Men également. T'as beaucoup de personnages féminins chez les X-Men, hein. Les X-Men ont toujours été le groupe dans lequel t'avais le plus de super-héroïnes fortes dans l'histoire de la bande dessinée. Non, t'as Elektra. Non, t'en as pas mal quand même. Après, c'est sûr qu'elle reste toujours minoritaire par rapport aux mecs. Et surtout, ce qui est dommage, c'est que c'est souvent
des personnages qui ont récupéré des alias, c'est-à-dire les identités de super-héros d'hommes. Donc ça, elles sont assez rares à avoir eu bah voilà, leur identité de super-héroïne dès le départ. Si Tornade, oui, mais par exemple Captain Marvel, elle a récupéré l'alias de Captain Marvel garçon. Et ça a été, c'est souvent, ils font souvent ça en comics. T'as Batman et donc tu vas voir Batgirl, etc., etc. Donc Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'autrices, enfin de scénaristes féminines. À ton avis, que ça vient de là, en fait. Ça vient du fait qu'ils ne savent peut-être pas comment écrire pour les femmes. oui, je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de ça. Il y a effectivement eu. Alors maintenant, il y en a de plus en plus, mais pendant très longtemps, c'était vraiment un manque d'autrices. Et puis aussi, bah, je pense de manière très pragmatique, c'est-à-dire que le public visé, c'était quand même des jeunes garçons qui étaient le lectorat majoritaire. Et donc, on savait aussi que ça allait un petit peu leur plaire d'avoir une version féminine d'un héros qu'ils aiment bien. Tu vois, t'as Hulk, bah, t'as eu sa cousine Jennifer Walter, Miss Hulk. Et puis aussi, t'as ce truc qui arrive assez souvent chez les super-héros, c'est la super méchante qui devient gentille. Par exemple, Black Widow, la Ouais. veuve noire, c'est quelqu'un qui a commencé du côté des méchants dans Iron Man. Elle était envoyée par le KGB pour espionner Stark et en tant que marchand d'armes et ramener des secrets pour le bloc soviétique. Initialement, elle le séduisait pour lui voler ses secrets. Et de la même manière, Catwoman, c'était la voleuse qui jouait au jeu du chat et à la souris avec Batman. Et c'est en fait au bout d'un moment, quand il y a cette sorte d'ambiguïté sentimentale qui se crée entre le héros et la super vilaine, que on les fait passer du côté des gentils parce que bah voilà, c'est un super héros, donc il Faut la comme... ramène du bon côté. Exactement. Enfin, c'est du Voilà, côté clair. voilà. Et Suzanne, qui avait quand même comme don d'être invisible. Alors ça, bah oui, dans les Quatre Fantastiques, c'est le premier groupe Marvel et effectivement, parmi les Quatre Fantastiques, ça en dit tellement long en même temps sur la manière dont c'est Red Richards, le génie, qui s'appelle Un carrément petit Mister peu Fantastique. misogyne. Ah mais complètement, c'est-à-dire que Ouais. Ben Grimm, la chose, qui est très puissant, Johnny Storm qui peut il peut se transformer en énorme torche humaine, et puis Sue Storm qui elle, bah voilà, a le pouvoir de ne pas être vue. Mais alors, ce qui est formidable, c'est que ce qui était une sorte de défaut avec le temps est devenu une qualité, parce que aujourd'hui, pour tous les, pour tous les lecteurs des Quatre Fantastiques, Sue Storm, on le sait, c'est la plus puissante du groupe en fait. Parce qu'avec ses champs de force invisibles, etc., elle peut faire ce qu'elle veut. Elle est plus puissante que Mister Fantastique. Et ce qui est fou, c'est que c'est une des rares, très rares super-héroïnes qui arrive à concilier une vie de super-héros et une vie de maman. Parce De qu'elle a quand maman. même, elle a deux Enfin. enfants, Franklin et Valeria. Valeria étant un génie, Franklin étant le mutant du monde Marvel le plus puissant potentiellement. Et donc c'est assez intéressant comment au fur et à mesure ils ont voulu changer, modifier ce statut qui était celui de la femme invisible, quoi, qu'on voit pas dans le groupe. Donc, il y a une super-héroïne maman, ça fait plaisir à entendre. Il y en a plusieurs. Il y a aussi chez DC Comics, il y a Big Barda. Ah, merci. Oui, oui. Non, non, il y en a quand même quelques-unes. À quand des super-héroïnes pas forcément jolies, un peu rondes, assumées, je sais Mais, pas, mais des ça madames. existe, mais ça existe Ah, déjà, et ça merci. existe même depuis, depuis 5 à 10 ans. Il y a vraiment eu un effort très marqué pour changer la représentation. Tu as notamment un groupe de super-héros, de jeunes super-héros. Enfin, c'est même pas vraiment des super-héros, c'est plus des êtres avec des dons surnaturels qui s'appellent Runaways, dans lequel elle s'appelle comment Gert, qui est une jeune fille un peu ronde avec des lunettes, mais avec un sens de l'humour très sarcastique et la série fonctionne très bien. Donc il y a elle parmi les nouveaux mutants chez les X-Men, tu as aussi des gens avec des physiques très différents. T'as Dust qui elle porte un niqab,
Ils ont vraiment essayé. T'as Miss Marvel, la nouvelle Miss Marvel, qui est une jeune fille, Kamala Khan, qui est musulmane d'origine, mais qui vit aux États-Unis. Et ses histoires, enfin, elle voit enfin, elle a ses liens avec ses parents, avec son frère, ses frères et sœurs. Et ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour rendre le monde des super-héros plus proche la réalité. de la Donc réalité. c'est progressiste. Donc Ah, mais tu dis que complètement. maintenant, en fait, c'est good vibes ce que tu nous annonces, c'est plus féministe, c'est progressiste. Est-ce qu'il y a aussi toutes les minorités ethniques qui commencent à apparaître? Enfin, ça fait un moment, mais est-ce Alors, que tu trouves que... Ouais. alors oui, ça commence à apparaître et ça a d'ailleurs soulevé un énorme problème ces dernières années qui s'appelle le Comics Gate. Parce que tu as beaucoup de lecteurs qui n'ont pas forcément cette ouverture d'esprit, et qui n'ont pas non plus cette envie, parce que malheureusement, tu as plein de gens qui n'ont pas envie d'avoir des femmes héroïnes d'une série, des Noirs, des Asiatiques, la communauté LGBT, qu'elle soit représentée, ça les gêne. Et c'est une minorité sur les réseaux sociaux qui est très vocale. Tant et si bien que... un peu. Il y en a énormément. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu aussi sur cette même communauté sur Star Wars, par exemple. Voilà, des fans qui attaquent en bloc pour dire non, pas de ça chez moi. Et le souci, c'est que certaines maisons d'édition ont pris peur par rapport à ces attaques qui étaient minoritaires et ont un petit peu mis le pied sur le frein en termes de société inclusive. Marvel avait lancé le All New, All Different, un programme où Captain America, par exemple, c'était le Faucon, c'est-à-dire Captain America a été récupéré par le Faucon, qui est noir. Thor, c'était désormais Jane Foster qui avait le marteau et qui était donc et c'est des super histoires, vraiment, si vous avez l'occasion de les lire, elles sont incroyables. Mais les critiques ont été tellement virulentes. Et ils se sont réunis en comité à faire du harcèlement sur les réseaux sociaux, qu'au bout d'un moment, on est revenu à un statu quo. On a fait revenir Thor, on a redonné le bouclier à Captain America, etc. Alors ces personnages sont toujours là, mais on sent quand même que chez Marvel, alors qu'ils ont pourtant les épaules et derrière Disney pour pouvoir le faire, on a quand même peur de ces gens-là. Et c'est ce qui explique que d'ailleurs dans énormément de bandes dessinées et même de films, quand on va par exemple te mettre un couple homosexuel, on va te dire il y a un couple homosexuel dans ce film, on va les voir sur une séquence parce qu'on sait très bien que cette séquence elle sera facilement cutable quand on va vendre le film à l'étranger pour des pays dans lesquels ça gêne de voir deux hommes ou deux femmes s'embrasser ou ce genre de choses. Donc en fait ils te mettent une sorte de plus grande diversité, mais vraiment tout au bord de l'image, du bord du cadre, pour qu'elle puisse facilement être enlevée si jamais ça gêne quelqu'un. Et c'est un peu gênant. C'est même très gênant. Tu sais que moi, ce qui m'a beaucoup touchée là sur Demain nous appartient, c'est qu'avec Marie, celle qui joue ma meuf dans la série, qui est transgenre, on est un des couples favoris de la série. Et ça, TF1 n'en revient pas. On doit être dans le top 4, 3-4 des couples les préférés de la série. Alors que pour eux, on partait pas avec beaucoup de chance, étant donné que vraiment une grande majorité sont hétéros. Voilà. Et donc, j'ai l'impression qu'une chaîne comme TF1, qui quand même a une large audience, se dit, bah voilà, maintenant c'est le moment de mettre la lumière là-dessus et que petit à petit, on commence à être un peu habitué d'avoir le couple homosexuel et qu'il est souvent apprécié. Mais tu sais, en fait, pour moi, avant même de parler d'identité sexuelle, et Dieu sait que c'est important qu'il y ait une représentation et qu'on la montre à l'écran, c'est surtout des personnages bien écrits et des acteurs qui jouent bien. C'est-à-dire que si jamais vous jouez une histoire d'amour sincère à l'écran et que vous la jouez bien, c'est normal que ça fonctionne et que ça touche les gens. Moi, le Brokeback Mountain, Heath Ledger et comment il s'appelle Gyllenhaal, ça fonctionne parce que voilà, tout d'un coup je vois comment ils peuvent s'émouvoir et ainsi de suite et en fait c'est juste ça. Et je pense que souvent les décideurs
ces gens qui tiennent les chaînes ou qui éditent ces bandes dessinées ou ces dessins animés, ils ont souvent ils ont souvent plus peur que le public. Ils se disent, oh non, non, ça, le public va partir. Oui, tu as peut-être un petit pourcentage du public qui va dire c'est scandaleux et qui va partir, mais tu vas aussi attirer un autre public, et un public qui attend peut-être depuis des années de voir une histoire d'amour transgenre, voilà, à l'écran, et qui n'avait rien à regarder. Donc, il faut juste, c'est une sorte de saut de la foi. Faut arrêter de se dire. Déjà, je pense qu'il faut arrêter de se mettre à la place des gens. Fais ton histoire, fais ton histoire, et ensuite, le public, il trouvera son compte. Moi, des fois, je fais de la scène. Je suis toujours impressionné de voir le temps que les gens mettent à dire je n'aime pas, mais il y a tellement de choses qu'aujourd'hui, on vit dans une société où il y a tellement de divertissements différents qui s'adressent à des publics différents, mais ne perds pas ton temps à dire que t'aimes pas, change de chaîne, va voir, trouve le programme qui te correspond, ça arrivera, c'est fait, il existe, il faut juste que tu sois curieux. Et donc, il n'y a aucune raison d'uniformiser tout le divertissement. Donc, non, moi, ça m'étonne pas du tout que votre couple, à partir du moment où vous jouez bien et que vous avez une belle histoire d'amour, l'amour, c'est l'amour, quoi. Quand c'est bien fait, ça plaît, quoi. Oui, exactement. Mais c'est vrai qu'il y a, tu vois, par exemple, dans Scène de ménage, ils ont fait tous les couples possibles, sauf les couples homosexuels. Oui, mais ça, une fois de plus, c'est parce qu'ils se sont mis à la place des gens. C'est-à-dire, ils se sont dit, ah ben non, on va la jouer sécure, on veut pas perdre le socle de spectateurs qu'on a. Tu commences à faire des études de marché, etc., etc. Et là, c'est foutu. Alors qu'en fait, non, fais une bonne histoire, joue-le sincèrement et tu verras. Enfin, voilà, moi, j'ai commencé à regarder des séries, ça fait des années que je regarde des séries, mais quand je vois la manière dont la relation homosexuelle dans une série comme Xena a été abordée, ou ensuite Buffy contre les vampires entre Willow et Tara, c'est des histoires d'amour, mais qui m'ont ému à un point. Et aujourd'hui, on me dirait, quelles sont les plus belles histoires d'amour que tu as vues sur petit écran? Elles en feraient partie. Et c'était pas parce que c'était deux femmes ou deux hommes. Non, c'est juste parce que c'était une belle histoire d'amour. Et en fait, je trouve que, faut s'arrêter à ça, quoi. Il y avait Suzanne et Carole dans Friends, je me souviens. Oui, oui. Qui était super, qui était vraiment très, très. Alors après, c'était des personnages secondaires, hein, bien évidemment, et Ross en pâtissait, donc c'était toute la comédie, mais on les aimait bien toutes les deux ensemble. Après, dans Desperate, il n'y avait pas vraiment. On parlait de Desperate parce que c'est un de. T'as fait un épisode là-dessus. Oui, j'ai fait un blockbuster sur Desperate Housewives. Oui, oui. Alors pour Desperate, il y avait des couples homosexuels, mais ils étaient plus en périphérie. Ils passaient, mais c'était plus abordé avec le fils de Brie. Oui. Voilà. C'était plus avec le fils de Brie, mais c'était pas abordé frontalement, mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit lié justement à l'histoire personnelle de Marc Chéry, qui est un petit peu ambigu par rapport à ça, par rapport à sa mère. Enfin, je pense qu'il faudrait, faut voir de ce côté-là. C'est pour ça que dans Desperate Housewives, il a toujours été un peu plus mesuré sur le sujet, parce que je pense que ça le touchait peut-être un petit peu trop près. Ah oui, comme d'accord. Je connais pas les histoires qu'il a eues, lui. Je réfléchissais, il y a eu aussi Chandler dans Friends qui a avec son père qui change de sexe, tout à fait. Exactement. Mais de toute façon, pour l'époque, c'était vachement avant-garde. Ah mais c'est énorme. Phoebe qui a été la mère porteuse de son frère. Là on est dans un truc. Non, c'est assez énorme. Mais il y a beaucoup de séries qui très très tu tôt. disais un truc très intéressant hier quand on se parlait, c'est que tu disais que il y avait certains millenniums dans ce terme qui disaient que Ross paraissait, enfin qui n'aimait pas du tout le personnage de Ross parce qu'il lui paraissait genre extrêmement macho, qu'il laissait pas genre respirer Rachel, alors que nous genre on adore Ross, nous qui sommes nés un peu avant. Et c'est drôle son changement de point de vue en fonction de ta date de naissance. Ah bah non, mais c'est sûr. Moi, je lui ai dit, j'ai pris un coup de vieux en parlant avec avec des gens. Tu sais, j'étais ouais, mais Ross, il est génial. Et t'avais les gens qui disent
oh non, mais Ross, c'est franchement, mais le mec, c'est incroyable, c'est un pervers narcissique, il pourrit Rachel tout le temps, il l'empêche de vivre. Et tu sais, t'es là, bah, mais c'est rigolo quand il essaie de mettre son pantalon en cuir. Non, il la flic, il ment. Tu te dis, oh là là. Mais c'est parce Ouais. qu'aussi l'époque a changé, tu vois. Et Ross, bah, voilà, pour certaines personnes, il est beaucoup moins positif que je ne l'imaginais quand je regardais. Moi, il me faisait rire, tout simplement. Hashtag Ross, oui, mais Mm. c'est ça. C'est un de ceux, en tout cas en termes d'acteurs, c'est un de ceux qui a les meilleures ruptures Oui, et la plus oui, grande oui. palette de jeux, quoi. Donc, Ouais, ouais. non, non, je suis très, très impressionnée. Et alors, toi, si tu étais un super-héros, tu serais qui? Et pourquoi? C'est trop Euh, dur parce que euh, ouais, t'as trop de ah, c'est choix. compliqué. En fait, j'aimerais, j'aime beaucoup Wolverine, Serval. Parce que, Parce que c'est déjà le héros qui m'a fait aimer la bande dessinée américaine. Moi, j'ai lu ça, j'ai lu un spécial Strange quand j'avais 6 ans que mon oncle m'avait donné, dans lequel il apparaissait. C'était dessiné par un gars qui s'appelle Paul Smith et scénarisé par Chris Claremont. Et quand j'ai vu ce personnage-là avec ses griffes d'adamantium et tout ça, un petit peu samouraï, avec ses rouflaquettes, ce côté animal et tout ça, je me suis dit, waouh, il est trop badass, quoi. Voilà. Et vraiment, pendant longtemps, j'ai été mais complètement fan de Wolverine, mais simplement, c'est quelqu'un qui a souffert et qui souffre énormément. Voilà, la vie de Wolverine, et c'est une tragédie. En plus, comme il a un pouvoir autoguérisseur, dès qu'il y a quelqu'un qui lui tire dessus, bon bah il se fait mitrailler, déchiqueter, mais il guérit tout le temps, mais ça ne l'empêche pas d'avoir mal. Donc je me suis dit, maintenant que j'ai 40 ans et que je suis un petit peu plus, tu vois, voilà, j'ai pas envie de souffrir. Je, je me dis, oh non, ça fait mal, ça fait mal. Donc en fait, si jamais je devais, je crois que j'aimerais bien être Black Panther. ah oui, Ouais, parce que Black Panther, il a le swag quand même. Déjà, c'est pas un super-héros, c'est un roi. Il a accès à une technologie qui dépasse tout ce que l'Occident a pu faire. C'est un pays qui n'a jamais été colonisé. Donc il y a plein d'idées qui est progressiste sur plein de trucs. Il y a plein d'idées qui me plaisent au Wakanda. c'est Voilà. Donc mais c'est peut-être ouais, Black Panther, ça me plairait bien. bah moi, il me demandait, moi, ça serait Wonder Woman, point barre, voilà. Elle est chambée, elle est badass, elle est. Après, moi, évidemment, ils vont peut-être m'en faire d'autres d'ici là qui me plairont plus, mais moi, Wonder Woman, j'ai toujours aimé, mais moi, j'ai pas la culture de Fred, donc j'ai pas l'embarras du choix. Elle m'apparaît comme évidente. Je me suis toujours dit, elle est chambée, elle a Alors plein de moi, pouvoirs. pour Ouais. toi, Juliette, te Ouais. connaissant, il y a un personnage qui te plairait, mais c'est sûr. Elle s'appelle Kitty Pryde, Shadowcat chez les X-Men. Quand on se verra, je te prêterai des numéros et elle est faite pour toi. Elle est badass, elle est drôle, et elle est. C'est pas un hasard si Joss Whedon, quand il a fait la série Buffy, il s'est inspiré de Kitty Pryde pour l'écriture de son personnage. Elle est pétillante et tout, et en fait, je trouve que en termes de caractère, il y a énormément de similitudes. Si jamais je devais faire une sorte de portrait, de portrait comics de toi, je dirais Kitty Pryde Shadowcat. Ok, alors Ouais, je vais plus me renseigner et si on fait une adaptation française, je postulerai pour le rôle. oui, je pense que ça le ferait bien. Ça le ferait bien. D'ailleurs, ça serait chouette d'avoir des séries comme Buffy enfin, qui arrivent là. Je trouve que, bon, TF1, mais pas que TF1, il y a plein. Arte, enfin Arte. Quoique non, Arte, ils sont un peu dans des séries autres, plus historiques. Mais je trouve que ça se modernise un peu. Netflix, ça serait chouette qu'il y ait en tout cas plus de séries de super-héros qui débarquent là maintenant. Mais c'est en train d'apparaître. Il y a des projets qui sont dans les cartons via Netflix et tout ça, parce que du coup, la production permet plus de choses. Et puis,
il y a quand même aussi, via le web, eu des gens qui ont fait des super séries super-héroïques, HeroCorp. Génial. Voilà. HeroCorp, c'est génial. C'est, Bah, d'ailleurs, François Descraques, enfin toute cette bah team-là, moi voilà, j'adore. toute la team, eux, si jamais ils sont en train de regarder ce live, ils disent, eh, mais nous, mais non, mais t'inquiète pas, eux, ça fait déjà longtemps qu'ils sont dans ce schéma Bien de sûr. faire de la SF et du fantastique à la française et de le Mais faire. c'est toujours un peu décalé, c'est drôle, c'est humoristique. Oui, mais C'est je pense qu'après, ça, c'est un truc qui restera parce qu'on est français et on aime ça. C'est-à-dire que moi, je pense que j'aurais beaucoup de mal à imaginer une version Superman, tu sais, qui reste toujours monolithique comme ça, les mains sur les hanches. Oui, je suis venu sauver. Non, on est français, il va y avoir de la vanne, forcément. forcément, parce qu'on a du Forcément. mal avec le premier degré, on l'assume beaucoup moins bien. Mais oui, et je pense aussi que c'est une sorte de pudeur, c'est-à-dire que Oui. tu vas désamorcer le truc parce que tu peux pas rester comme ça après avoir sauvé un immeuble en flammes et tout le monde, oh, tu vois, les laisser te regarder comme un demi-dieu, fait une petite vanne et fait bon, bah attends, apéro, non, apéro maintenant. Ce que me disait Dorothée Pousseau, que j'adore, qui double plein de voix, et puis Donald Regnault aussi, c'est que en fait, avec le doublage français, il décalait à mort et parfois il se permettait des choses parce qu'il disait on n'assume pas ce côté tellement premier degré, Oui. tellement manichéen des ricains que et souvent ça passe. D'ailleurs, souvent ça sublime un peu le film parce qu'il y a un peu plus de vannes que dans la VO où il y a genre zéro humour quoi. Bah, t'as des séries qui ont carrément été sauvées via le doublage, que ce soit Starkey Hutch ou Amicalement Vôtre, tu les regardes en Ouais. français, c'est complètement différent de la version américaine parce que bah, les doubleurs, c'était des comédiens de théâtre qui se connaissaient et ils partaient souvent en impro. Et d'ailleurs, il y a même certains dessins animés qui ont été complètement modifiés via le doublage pour atténuer ce qu'il y avait à l'écran. Par exemple, quand ils se sont mis à diffuser en France Ken le Survivant. Où les épisodes étaient tellement violents qu'il y a eu une levée de bouclier des doubleurs. Et ils ont dit, non, mais nous, on peut pas doubler ça. Attendez, ils sont dans un univers apocalyptique, il y a des viols, il y a tout ça, on peut pas doubler ça. Et donc, en fait, ils ont dit, ah, c'est peut-être un peu violent pour les enfants à qui on montre ces dessins animés. Donc, changer le doublage. Et donc, en impro, c'est pour ça que tu les entends des fois dire, oh, mais c'est cet affreux mammut, tu vois, dans Nicky Larson, cet affreux mammut, t'as peur des chats. Tu vois, et dit, oh, il fait partie de l'école des couteaux de cuisine. Et c'était pour désamorcer le fait que le type était en train de te faire exploser le crâne parce que tu avais violé sa fille. Et ça a créé un décalage. Le doublage, c'était aussi cette soupape de Pour mettre décompression. un Ouais. peu de. Ouais. Et enfin, qu'est-ce que tu penses du film Joker? Moi, je l'ai vu récemment, je t'avoue, je l'ai vu juste avant le déconfinement, donc j'ai mis 1000 ans à le voir. Le dernier, hein, je parle Oui, de oui, celui de. oui, oui, avec Joachim Phoenix. Oui. Moi, j'ai fait waouh. Alors, Alors qu'on m'en avait dit beaucoup de mal. Hein. moi, je trouve que c'est une. Il ne pouvait pas ne pas avoir l'Oscar. Ça, c'est un truc qui Non. est clair parce que c'est un film qui est porté par Joachim Phoenix tout du long. Et le type, ouais, voilà, le type, il est incroyable, quoi. Maintenant, en tant que lecteur de comics depuis mes 6 ans, j'aurais juste un nota bene à faire sur le personnage du Joker. En fait, je trouve que le Joker de Heath Ledger, celui de la trilogie de Nolan, c'est-à-dire le Dark Knight, est bien plus proche que de l'idée que je me fais du Joker. C'est-à-dire que le Joker, s'il s'appelle comme ça, c'est justement parce que c'est la carte mystère. C'est-à-dire qu'il agit, on ne sait pas pourquoi. C'est pas quelqu'un qui fait ça pour l'argent. C'est pas quelqu'un qui fait ça parce que c'est un psychopathe, parce que il fait croire que c'est un clown, mais il est extrêmement intelligent. C'est-à-dire que c'est un agent du chaos. Il aime l'anarchie. Et on ne sait jamais d'où il vient, où il va. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle le Joker, parce que qui est cet homme? Joker. Voilà, Joker. on ne sait pas, on sait pas. Et donc c'est quelqu'un de totalement imprévisible et une grosse partie de son pouvoir finalement, il n'a pas de super pouvoir, mais si jamais on devait lui en attribuer un, c'est le fait qu'on ne sait pas pourquoi il agit comme il agit. Or, le film de Todd Phillips explique tout. On explique d'où vient son trauma, les rapports. Donc c'est super intéressant. Moi j'ai vraiment été embarqué dans le film tout du long. Mais simplement par rapport au personnage du Joker, on passe à côté de ce qui est pour moi une des caractéristiques qui en fait un personnage si fascinant,
c'est qu'on ne sait pas pourquoi il agit comme il agit. Donc ça t'a saoulé d'avoir une explication des causes, Pas des saoulé, conséquences. pas saoulé, mais simplement, au bout d'un moment, le Joker, si tu veux, c'est quelqu'un, même dans la bande dessinée, qui peut assassiner deux personnes comme ça qui sont devant lui, sans même qu'on sache pourquoi, parce qu'il trouvait ça drôle, parce que ça n'a aucun sens en fait. C'est vraiment quelqu'un qui dit mais la vie n'a aucun sens. Tu peux par exemple passer ta vie à faire du sport, à manger bio, à ne pas fumer. Tu sors de chez toi, un bus te roule dessus. Voilà. Quel est le sens de tout ça? Pour lui, la vie n'a aucun sens. Tout est une énorme farce. Il ne, il a décidé de vivre à l'avenant. C'est-à-dire que pour lui, tout est une grosse comédie et c'est quelque chose que Heath Ledger avait réussi à retranscrire dans le Dark Knight ou que tu retrouves dans le Joker de la série Batman animée ou carrément en comic books avec Killing Joke de Alan Moore ou d'autres versions. Mais là, comme ils avaient décidé de tout expliquer, il y avait c'était plus une victime. Il était victime d'un système, d'une société, et c'est ça qui, à mon sens, fait que faut faire attention avec ce personnage-là. Le Joker n'est pas une victime. Et il a été écrit comme ça n'est pas une victime. C'est quelqu'un qui est juste, qui incarne le chaos. Et je trouve qu'il est beaucoup plus terrifiant ainsi que quand on explique tout. Là, en fait, techniquement, le Joker qu'on nous a montré, ça pourrait être un vigilante, ça pourrait être le Punisher. Voilà, j'ai tellement Ça le souffert réhabilite vachement. Hein. Oui, exactement. Ça l'excuse énormément. Et c'est ça qui avait été reproché énormément au film, c'est que ça incitait aussi à la violence en disant oui, mais on peut te comprendre si tu as un passif pareil et en même temps, tu es un peu. Voilà. Et surtout, et ce qui m'a gêné dans le film, c'est que il y a un moment où ils auraient pu être un petit peu exigeants du spectateur, notamment avec sa voisine. Là, si les gens n'ont pas vu le film, bouchez-vous les oreilles. Voilà, bouchez-vous les oreilles. Voilà. Mais avec notamment avec sa voisine, où il y a cette ambiguïté sur est-ce qu'il l'a tuée ou non. Et le fait qu'il ne tranche pas dans le film, qu'on ne te montre pas, on le montre pas en train de le faire ou de ne pas le faire, c'est-à-dire il laisse ça à la discrétion du spectateur. Je me suis dit ah bah tu vois, tu nous montres quand ils zigouillent des gens qui t'ont véritablement manqué de respect ou qui t'ont arnaqué. Donc en fait ça transforme le film en film de vengeance. Alors que si jamais tu nous avais montré qui s'en prenait à sa voisine qui n'a rien fait, là, t'obligeais le spectateur à se dire, mais est-ce que ce type est si bien que ça? Est-ce que c'est vraiment une victime ou est-ce que c'est un fou? Est-ce qu'il est, tu vois? Et je trouve que c'est un dilemme moral dans lequel le spectateur ou le lecteur du Joker devrait être. Et dans ce film, il ne l'était pas. Je trouve que le film est très réussi, que l'interprétation de Joaquin Phoenix est incroyable. Pour Joaquin Phoenix, allez le voir parce que vraiment, c'est une claque. Pour tous ceux qui veulent devenir comédiens, mais vraiment, on est. Ouais, voilà, c'est une leçon. C'est vraiment tous les plans, la manière dont il fume sa cigarette, même ses os jouent. C'est-à-dire que même ses os jouent. Tu le vois de dos à un moment donné, il a perdu du poids. Enfin, c'est vraiment la méthode américaine au dernier stade. Et il est vraiment impressionnant pour ça. Voilà. Après, par rapport au personnage de base de papier du Joker et à ce qu'il est dans la mythologie des super-héros, je trouve qu'on a un petit peu botté en touche. Mais comme quoi, tu peux aussi voir une version qui est complètement différente, y prendre du plaisir et voilà. Donc, c'est peut-être la théorie d'un mec, comme toi tout à l'heure, tu as donné ta théorie. Exactement. Voilà, et il s'est dit, voilà, pour moi, il y a des raisons. Exactement. Et ça me rappelle, voilà, puis j'ai envie de le réhabiliter. Et c'est pour ça que je te dis, c'est très important, je te dis, c'est en tant que lecteur, en tant que vieux lecteur, parce que du coup, c'est des personnages qui existent en moi depuis très longtemps. Donc, quand ils en font une adaptation, et c'est ça qui rend aussi les choses très difficiles, c'est que chacun arrive avec déjà sa vision préconçue. Si tu as lu les Harry Potter avant de voir le film, t'as ton Harry, ta Hermione, ton Hagrid, c'est pareil pour le Seigneur des Anneaux, et des fois, ta vision, elle rentre en confrontation avec celle du réalisateur. Mais moi, je suis totalement d'accord pour qu'un auteur
donne sa version. S'empare, bien sûr. Ouais, Mais ouais. alors moi, ce qui m'avait vraiment gêné dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit, c'est que en France, il s'appelle Bilbo. Oui. C'est Bilbo le Hobbit. Moi, j'ai lu ça enfant et j'ai dit, mais d'où il passe de Bilbo à Bilbon sans nous prévenir? C'est Mais ça, vraiment ça, c'est très violent. c'est les gros problèmes de traduction. Je pense que Le Seigneur des Anneaux, tout comme Dune, hein, c'est des œuvres en heroic fantasy ou en science-fiction qui ont posé beaucoup de problèmes parce que bah, déjà, en plus, ils ont été traduits à une époque où on sous-estimait un petit peu les romans de genre. Donc, on n'y a pas mis le temps qu'il aurait fallu. Et en plus, pour Le Seigneur des Anneaux, comme Tolkien était un linguiste, il y a énormément de jeux de mots qui ont été faits entre les noms des personnages et même les endroits où ils habitent et la langue anglaise. Et c'est des trucs quasiment intraduisables en français. Et donc, c'est un gros cauchemar parce que quand tu écoutes Le Seigneur des Anneaux, il écrivait des chansons, il écrivait des poèmes. Tolkien, il était très pointu sur le langage anglais, sur la langue anglaise. Et c'est quelque chose qui est très difficile à traduire parce que bah, on n'est pas linguiste et puis le français sonne pas du tout comme la langue anglaise. En tout cas, moi, c'était ma. Je dis, je quitte cette salle. C'est pas possible. Bilbon, ce n'est pas dans mon imaginaire. Et Harry Potter, j'ai eu de la chance. J'ai lu et j'ai vu en même temps. Et j'ai fini par lâcher les bouquins pour les films. Et du coup, j'ai été transportée dans l'univers des films, en fait. Donc, j'ai pas été ni déçue. Je sais qu'en général, le livre, c'est beaucoup plus fort parce que c'est ton imaginaire que tu as calqué dessus. Mais là, j'ai fini par m'attacher. Hermione, qui était mon perso, puisque Ah bah c'est oui, un perso qui me ressemble de Emma ouf. Watson. Emma, je Mm. la trouve formidable. Et finalement, tous les acteurs. Tu sais que tu avais tout Hollywood qui voulait être sur Harry Potter et que elle était intransigeante, cette Rowling, J.K. Rowling, qui disait, je ne veux que des Anglais. Et pourtant, elle avait beau avoir Robbie Williams au téléphone qui disait I want the parts, I want to. Alors qu'il était quand même super bankable, elle voulait genre vraiment défendre son bout de gras de non, ça doit être des Britanniques avec l'accent britannique, etc. Donc il y Oui, a plein d'acteurs américains ultra connus qui ont été retoqués, quoi. oui, En et puis, de toute façon, nouvelle moi, je face. suis tellement reconnaissant, rien que pour avoir embauché Alan Rickman dans le rôle de Rogue. Et pour moi, cet acteur, je lui vois un culte depuis Piège de cristal, Ouais. où il jouait Ernst Gruber, ou le shérif dans Robin des Bois avec Kevin Costner. Enfin, il est tellement énorme cet acteur que voilà, Alan Rickman forever quoi. Bah C'est... tous. Oui, oui, Comment elle tous, mais c'est s'appelle vrai que moi je l'aimais la vraiment. directrice, elle est vraiment McGonagall, incroyable. c'est comment elle s'appelle, qui joue dans Downton Abbey, c'est Maggie Smith. Maggie Voilà, Smith, voilà. incroyable. Ouais, incroyable aussi, ouais. Non, le casting est parfait. Et ce qui est génial, c'est que ça m'a rapproché de mon fils parce qu'il a ce même amour, en fait. C'est là où on commence à voir que ça passe les générations et ça devient culte. Et Harry Potter, je suis sûre que dans la génération d'après, ils regarderont encore cette série. Ah bah c'est sûr. Non, puis enfin voilà, je pense que c'est vraiment une des dernières grosses franchises Ouais. que tu peux partager en famille pour un bon bout de temps, hein. Moi, mon fils a commencé à les lire, mais je crois que très vite on va passer au film et parce tu sais, on est un peu des puristes à la maison. On fait d'abord tu lis le livre et quand C'est tu as mieux. terminé tu regarderas les films. Bah, je Et, comprends. là, tu sais, au bout d'un moment, tu le vois pleurer. Et tout. Je suis pas Surtout que Waluigi, les s'il vous films à plaît. partir du 5 ils font un peu peur, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas le laisser en dessous de 6 ans. Oui, mais là ça va. Tu sais, on a Oui. vu, voilà, il a vu pire. Il a déjà vu pire. Nous, on en est à Retour à le futur, tu vois. On en est Oh, à ça va, c'est gentil. C'est gentil. Il y a un peu de. Oui, c'est gentil. T'as raison, t'as raison, t'as raison. C'est gentil. Non, là, je l'ai traumatisé avec les Gremlins, en revanche. J'avais oublié que c'était Ah aussi. ouais, non. Ah oui, non. Alors ça, tu Je vois? savais pas. Ah oui, ça Pour j'ai moi, c'était évité. Gizmo, tu Ah oui, non, vois. non, 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 non. Non, non, les gremlins, ils peuvent être très cruels, hein. Ah ouais, un Euh, enfer. non, non, la petite vieille sur son, comment ça s'appelle, son élévateur, là, qui monte les marches, et puis qu'ils éjectent de la maison. Non, non, ils sont pas très gentils, les gremlins. En fait, avant ça, c'était censé être un film d'horreur. Et c'est pour ça qu'il y a des codes de films d'horreur. Et Ah ben oui, finalement, ils oui. l'ont transformé. Ouais, voilà, mais j'avais pas. Tu sais, tu as des images d'enfants, tu te dis les Goonies, les Gremlins, tu sais, tu mets tout dans le même sac, alors que non.
Non, non, c'est les Gremlins. En plus, il y avait déjà une interdiction au moins de 12 ans aux Gremlins, les Gremlins, parce que ah oui, tu Ah, pouvais pas aller le voir parce que j'avais mon cousin et je me souviens quand il est sorti au cinéma et c'était vraiment à qui irait voir. Il y avait Ghostbusters et Gremlins et les deux avaient une interdiction pour les plus jeunes. Et lui, mon cousin était allé voir les Gremlins et moi j'étais allé voir Ghostbusters. Et je me souviens de ça. Donc oui, oui, si, pour 6 ans, c'est un peu tôt. 6-7 oui, ans. oui, oui. Oh, bah, C'était- j'ai 7 ans. Oui, oui, oh, j'ai merdé. Ça et Ghostbusters, c'était pas les meilleures soirées ciné. Bah, voilà, hein, on apprend pendant le confinement, fallait trouver des Oui, et puis tu ressources. sais, en fait, ce qui est plus dramatique, c'est si tu n'en parles pas après. Bien sûr. Mais si, voilà, si t'en parles avec ton enfant et tout. Moi, on a regardé, j'ai montré très tôt le premier Jurassic Park à mon petit garçon. Et, et c'est vrai que bah, quand arrive la scène du tyrannosaure Ouais. qui croque l'avocat Ah sur ses bah, c'est toilettes, sans tu vois, appel, quoi. j'étais comme ça face au téléviseur et dans ma tête, je n'osais pas le regarder. C'est peut-être un peu tôt quand même. Hein. C'est peut-être. Et lui, il était là, il a mangé? Et oui, il a mangé, il a mangé. Et oui, donc là, tu es un peu obligé de, de t'arranger pour essayer ouais, d'arrondir les angles, quoi. Mon Fred, ça va faire 1 heure. Est-ce que les prochains blockbusters, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les thèmes ou c'est encore private? Parce que j'ai vu que tu faisais des Non, charades. alors je fais des charades. Alors je vais pas divulgacher ceux que je n'ai pas encore mis, mais on va parler de le roman Conan le Barbare. Il y aura James Bond, il y aura La Planète des Singes, il y aura les Spice Girls, il y aura Nirvana, Charlie Chaplin, Jackie Chan, Louis de Funès, le jeu de rôle Donjons et Dragons. Ah, j'y ai joué. Jane Austen, qu'est-ce que je peux Xena la guerrière, God of War. Est-ce qu'on en parle, on en parle juste de James Bond qui est un peu forceur quand même, qui est un peu dans la culture du viol, le petit James Bond, hein. Alors, tu sais, c'est Attends, il objectifie à mort la femme, les coups oui, qu'il mène avec oui, oui, non, Ashley mais qui sort de déjà, l'eau. On est déjà, un peu dans le male gaze là, cher ami. James Bond n'existe pas. Ah, Voilà, alors là, on en re pour 1 heure, les amis. voilà, Est-ce que vous déjà, prenez James au Bond cours? n'existe pas. James Bond est la projection des fantasmes de son époque et de son auteur. Donc, je connais pas d'espion qui vivent vieux, capable d'arriver dans un cocktail avec le méchant qu'il est censé observer ou espionner et qui se présente sous son vrai nom. Donc, oui, je m'appelle Bond. James Bond. Non, ça, c'est pas un espion. C'est quelqu'un qui est très mauvais, en fait. Un espion ne fait pas ça. Tu viens pas avec ton vrai nom. Bah, d'où la parodie avec OSS. Mais voilà, mais c'est-à-dire que Voilà. James Bond a en lui de l'ADN de parodie déjà. Donc le code de James Bond avec ses gadgets, les James Bond girls et tout ça, c'est vrai que c'est une autre époque. Mais j'ai trouvé que avec Casino Royale et Daniel Craig, avec le personnage d'Eva Green, ils ont essayer de faire évoluer le personnage. On n'est pas, ça reste quand même encore un mâle alpha. Hein. Je pense que James Bond, ça sera très difficile d'en faire autre chose que voilà, ce fantasme très masculin. Mais ils le font quand même évoluer. Daniel Craig, il a amené des subtilités dans son rapport au personnage masculin et féminin que les autres James Bond n'avaient pas. Quand tu revois, et pour préparer l'émission, j'en ai regardé de nouveau, enfin, quand tu revois Sean Connery ou Timothy Dalton, c'est. Voilà, quoi. Là, Oui, ah bah, il y a ça des trucs, ça évolue. passe plus du tout. Hein. Tu te Ah dis. bah, Timothy Dalton, oui, elle disait non, il y retournait, elle disait non, et au bout de la troisième, elle Bah, disait ouais, oui, et ça lui bah, plaisait. ouais. On était à Mais tu sais, fond dans la culture du tu parlais de Ghostbusters. J'ai revu Ghostbusters il y a pas longtemps. Bill Murray, Peter Wackman, gros forceur. Hein. grave. Gros forceur. Et tu sais, t'es là, tu dis, mais quand même, là, elle t'a dit non. Et non, mais simplement, enfin, voilà, c'est difficile de dégager un film de son époque aussi. On est d'accord.
Mais ça serait pas mal un James Bond avec un female gaze, tu vois, avec un point de vue plus égalitaire, Ah, juste ne serait-ce que dans les rapports de séduction, mais quoi. déjà, il n'est pas impossible que celui-ci soit très surprenant parce que celle qui a travaillé sur le scénario, c'est quand même Phoebe Waller-Bridge, qui est cette humoriste anglaise là, qui a fait Fleabag. Ouais. Et qui a quand même un vrai point de vue féministe assumé et elle a travaillé sur le film. Donc je pense que rien que le fait que les producteurs aient annoncé que 007 désormais serait une femme, jouée par Lashana Lynch, qui joue dans Captain Marvel exactement, et effectivement, tous les masculinistes se sont énervés en se disant « Oh, mais quoi, c'est pas possible, 007, c'est un homme !» Alors qu'en fait, là où ils étaient malins, c'est qu'ils ont bien parlé du matricule de James Bond. Ils ont pas dit que James Bond serait une femme, ils ont dit 007 sera une femme. Donc je pense que rien que ça va amener un autre point de vue Yes. ils peuvent pas se permettre de laisser James Bond tel qu'il était. On est post-MeToo, donc je pense que le personnage va beaucoup évoluer dans le dernier film dans lequel jouera Daniel Craig. Attendons celui-ci pour voir si James Bond ne va pas faire une sorte d'épiphanie sur son véritable statut et On a le l'objectivation. casting d'ailleurs ou pas encore? Alors je sais que y a ma grande copine Léa Seydoux qui joue dedans. Voilà, je développerai pas plus. Encore? Oui, elle joue dedans. Il y a Lashana Lynch et il y a Daniel Craig. Et je crois que le méchant, oui, le méchant c'est celui qui joue dans la série iRobot. Je crois que c'est Malek Rami et qui joue également Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. Ah, excellent. C'est lui qui joue le méchant. D'accord, très très bien. Ok. Bon, bah, hâte quand même. Bah oui, bah oui, Hâte de voir. bah oui. Puis de toute façon, il va falloir retourner au cinéma, donc on a besoin de grosses Exactement. locomotives aussi pour que voilà, pour que toute la production puisse reprendre. Retournons au cinéma, retournons au théâtre. Alors ça, c'est pas pour demain, mais Et puis écoutons Blockbuster en attendant. Hein, ouais, ça, voilà, plus, bah c'est plus sûr. voilà, C'est plus sûr. voilà, c'est plus sûr. Et puis nous, peut-être qu'on retravaillera ensemble, voilà, Avec depuis le temps qu'on a plaisir. envie. Mais oui, mais oui, oui, oui. Non, mais tu sais, c'est marrant de faire des circuits parallèles comme ça, où moi je te regarde, genre je regarde ce que tu fais sur YouTube avec le Latte Show, les courts-métrages avec Paul, Martin Sexe Faible. J'ai des yeux pleins d'admiration et à chaque fois je me dis, ce serait quand même bien qu'on se voit, ce serait quand même bien qu'on se voit. Puis en fait, soit je vais jouer mon spectacle, soit il y a la radio, etc. Qu'on a adoré d'ailleurs, Fred. On a adoré ton spectacle. Il est fin, il est drôle, il est féministe, il est engagé. Il est vraiment, je vous le recommande pour tous ceux qui n'ont pas encore vu. Alors, le truc, c'est que je ne le joue plus parce que, bah non, en fait, je suis en train d'en écrire un tout nouveau qui sera prêt pour mi-septembre. Voilà, et qui va parler de tout ce qui s'est passé ces derniers temps dans nos vies, voilà, mais aussi dans la. De quoi tu parles. Oui, oui, voilà. Et puis aussi des choses plus personnelles qui me sont arrivées aussi. Donc j'ai envie de parler sur scène et de manière un peu cathartique. Donc oui, là, il y a un nouveau spectacle mi-septembre. Eh bien, hâte. Tu te rends compte que tu nous avais mis en scène avec Paul Lapierre dans Pierre Dans et Papillon. Pierre et Papillon de Muriel Magellan, mais bien sûr. Oh là là. Bien sûr. Non, Moi, mais, je lisais Charlie Hebdo, j'étais de gauche, lui, il était bien de droite. Lui avais fait lire quoi, l'Express? l'Express, je crois qu'il avait le Figaro. Hein. Ah, le Figaro. Je crois qu'il avait le Figaro. Oui, avec sa petite raie. Avec sa petite raie, oh là là. Ah, la coupe de François Fillon. Non, puis moi, j'ai rencontré Juliette et Paul dans un théâtre du 13e arrondissement qui a disparu depuis. Et ils avaient adapté une pièce de Fabrice Melchior qui s'appelait Percolator Blues. Ouais. Et c'est là-dedans que j'ai vu jeune Juliette et jeune Paul voilà, dans ce théâtre. Ils étaient déjà incroyables. Et déjà, ce qui m'avait frappé à l'époque, j'ai dit, la vache, ils ont une énergie pour faire les trucs. Et force est de constater que ça n'a pas changé.
Ça n'a pas Pour faire les changé. trucs qui vraiment étaient vus par 4 personnes. Hein, vraiment. Ouais. Mais t'as vu, regarde, maintenant, avec la distanciation obligatoire dans les théâtres, de toute façon, quatre personnes, ça fera pratiquement une salle comble. Oui, Donc oui, 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 c'est pas faux. t'étais à C'est pas guichet faux. fermé, mais un petit peu trop en avance sur ton temps. C'est ça, c'est ça. Mais il y avait Nadia Rose, il y avait Donald Jackman, il y avait plein de gens. Et Antoine Chomsky qui maintenant joue avec Dedo, mon pote Dedo, dans Les Princesses Leia. Non, mais c'est fou ce petit théâtre qui mine de rien, bah, où j'ai vu passer plein de gens qui ont continué à faire carrière dans des genres différents. Et comme quoi, bah, quand les gens sont têtus, ça fonctionne souvent. C'est ça, faut s'accrocher hein, dans ce métier. Tout Faut à fait. écrire, faut faire ses propres trucs, hein. Fais C'est tes ça. projets, C'est ça. parce qu'on t'attend pas. Ah non, non, non. Mais on se Non. retrouvera, Fred, j'en ai le sentiment. Pas de J'en ai problème, le et avec sentiment. grand plaisir. Merci pour cette heure passionnante. J'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve ça toujours hyper intéressant. Et en plus, c'est une mine de savoir et de culture, mais sur plein de sujets. Donc voilà, là, on en avait ciblé un. D'ailleurs, on dit un thème, mais finalement, on Ah, a mais tu sais, les digressé. cadres, c'est fait pour être cassé, donc Ouais, c'est on est bien. d'accord. C'est bien, c'est bien. Mais et puis allez écouter ce qu'il fait, ses émissions, etc. Donc tu peux leur dire exactement où on retrouve Alors, ton émission. Blockbuster sur France Inter, donc il y a les podcasts, Ouais. c'est la oui, c'est la quatrième année. Donc, ceux des années précédentes sont totalement accessibles. Et cette année, juillet et août, tous les jours à 17h sur France Inter. Voilà, tous les jours, du lundi au vendredi, 17h, Blockbuster sur France Inter. Voilà. Merci mon Fred. Je te Merci Juliette, remercie. j'étais ravi. Tu fais un gros bisou à Paul, à ton Oui, petio, et tu lui diras qu'on oui. parlera super-héros tous les deux quand il veut. Voilà, ouais, Quand il juste veut. il est arrivé au moment de la mythologie. Je crois que ça, il va regarder, genre, c'est pas du tout ce que je veux écouter. Et Il puis va vraiment, prendre le j'embrasse moment. voilà, tous les gens qui te suivent, là, que j'ai vu passer, etc. Prenez soin de vous, ravi d'avoir fait votre connaissance, et puis bah, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bisous Fred. Salut, Merci beaucoup. Bisous à tous et à ciao. demain. Ah oui, grâce à Fred, nous avons un super coach sportif demain. Oui. Adrien, C'est un oui, ami de- c'est demain Adrien. Il vient demain. Ouais, Ah bah ouais, ouais. il est super Adrien. C'est mon pote. Voilà, il s'appelle Adrien et Fred a commencé les coachings. Alors je sais vraiment, tu t'es transformé physiquement. Je sais pas combien de kilos tu as perdu, mais moi entre le moment 38. où voilà, 38 kilos. 38. Voilà. Ça m'avait fait un choc parce que je t'avais pas vu depuis 1 an et demi et je te revois mais affûté tel un athlète de haut niveau. Ouais, Non mais je veux dire, je t'avais quitté ouais. un peu rondelé, Oui, hein, bon, on va pas se mentir. on peut dire. Voilà. Voilà, Et si tu veux, de j'étais te généreux. revoir sur scène, en plus, tu m'avais pas prévenu, tu m'as dit viens voir mon spectacle et j'ai fait waouh, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc ça te va très très bien. Et donc la preuve que c'est une personne efficace. Ah oui. Mais c'est un fou. Puis en plus, il te fait pas faire du sport pour te faire souffrir. Il te fait du sport pour te faire découvrir que ça peut être plaisant. Ouais. Et vraiment, chez moi, on partait de très loin. Je témoigne. Vraiment. Et surtout, tu l'as fait à distance, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément de présentiel avec lui. Non. Ok. Alors après, j'ai eu la chance de le rencontrer pour de vrai et de partager des moments très sympas avec lui parce qu'il est vraiment très sympa. Mais sinon, j'ai fait ça, oui, comme là. J'avais mis mon téléphone, je faisais mes séances, lui il me coachait de loin, etc. Et c'est Tu arrives faisable. à te corriger la posture de loin quand même? Oui. Bah, après, tu sais, de toute façon, il y a un truc qui est clair, c'est que ta posture, ton corps va très vite te dire, avant même le coach, si tu fais mal tes burpees ou tout ça. Tu le sauras le lendemain matin. Sois patient, tu verras. Bon, bah merci à toi, mon Fred, et je t'embrasse très fort. Je te rappelle tout de suite après. Bisous à tous et à Bisous, demain pour un live sportif. Bisous, ciao! bisous.